Et pour débuter, nul autre que Maïté Bellemire, journaliste, chroniqueuse et recherchiste. Bonjour. Bonjour Maude. Quel plaisir de te retrouver. Pareillement, je suis très contente d'être là. Alors cette semaine, j'ai décidé en fait de vous parler du Conseil régional de l'environnement de Montréal, aussi appelé le CRE. Et non le CRE, comme j'avais dit, mais qu'on m'a gentiment corrigé. D'accord. Alors, c'est quoi le CRE ? Le mandat du CRE, c'est la sensibilisation, la représentation publique et la mise en œuvre de projets actions, puis tourner un peu autour du partage de connaissances et de mobilisation des acteurs. Tout ça dans le but d'améliorer la qualité des milieux de vie et l'équité sociale. Donc, bon, ça porte son nom, hein, quand même, c'est écrit le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Mais c'est surtout, moi j'ai voulu en parler parce que c'est pas connu du grand public, parce qu'il n'y a pas de nécessité en fait que les citoyens n'ont pas de contact direct nécessairement avec le CRE. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est aussi parce que le CRE de Montréal va fêter ses 30 ans. Et donc, c'est beaucoup, je trouve, oui. pour un organisme en environnement de fêter ses 30 ans. Il faut savoir que des CRE, il n'y en a pas qu'à Montréal. Il y en a un peu partout au Québec. Il y en aurait 17 à travers la province, sauf à peu près dans toutes les régions du Québec, sauf pour le nord du Québec. Et ce sont des organismes en fait reconnus par le gouvernement du Québec. Donc ce ne sont pas des organisations gouvernementales, mais ils ont quand même une espèce de crédit par le gouvernement. Puis évidemment, celui de Montréal s'occupe grosso modo de la communauté métropolitaine de Montréal. Et c'est quoi le rôle d'un CRE ou du CRE Montréal à tout le moins? Alors, c'est surtout de rassembler les acteurs de l'environnement. Donc, c'est de mettre autour de la même table les différents acteurs, les municipalités, les experts, les entreprises, les organismes communautaires qui ont, par la force des choses, besoin de se parler. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que les enjeux environnementaux sont complexes. Ça implique toujours beaucoup d'acteurs différents, puis qui n'ont pas forcément le même langage, les mêmes réalités, etc., etc. Et sans coordination, chacun travaillerait dans son coin ou tenterait de communiquer. Puis là, le CRE est là pour éviter ça. Donc, c'est vraiment essentiel pour aider les différents paliers à communiquer et pour éviter de travailler en silo. Puis, grosso modo, ce qu'on peut lire sur le site du CRE, c'est que les actions s'articulent en 4 grandes thématiques. Les milieux naturels et la biodiversité, la mobilité et l'urbanisme. Déjà, ces deux-là, dans une seule thématique, c'est quand même énorme. Oui. La gestion des matières résiduelles, puis climat et énergie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le CRE est mandaté, en fait, comme consultant ou conseiller par une organisation, par exemple, ou une institution dans le développement d'un projet. Il peut aussi organiser des concertations pour avoir une vue 360. Voilà. Donc, c'est ce qui serait très complexe pour chaque institution de le faire individuellement. C'est un peu un chef d'orchestre, au final. Et c'est ça que je trouvais très intéressant de vous en parler aujourd'hui. Oui, et là, les projets sur lesquels intervient le CRE, par exemple, ça pourrait ressembler à quoi? Oui, parce que là, on dit des mots, là. Mais concrètement, ça fait quoi? Alors, pour y voir plus clair, comme je n'ai jamais travaillé au CRE ni avec le CRE, j'ai parlé au directeur général du CRE, Fabien Kenzo Sato, qui est nouvellement en poste depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, 6 mois peut-être. On lui tire notre chapeau. Donc, il y a il me donnait des exemples, comme par exemple dans les nouveaux quartiers, comme le secteur Namur-Hippodrome, dont on parle beaucoup pour plein de raisons. Il y aurait un projet de mutualisation de stationnement. Alors, la mutualisation de stationnement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est avoir un stationnement optimisé en espace pour pouvoir accueillir les autos, évidemment, mais pas que, et accueillir d'autres infrastructures et surtout des aménagements comme des places d'autopartage, des bornes de charge de voitures électriques, des garages à vélo, des bornes Bixi. Et surtout s'assurer que les piétons ils s'y perdent pas là-dedans, parce que moi je suis encore la semaine dernière, je sais plus, j'étais sur un stationnement, puis il y a vraiment des anciens stationnements de magasins, de détaillants qui sont, il y a rien. Il y a rien pour marcher. Il y a rien, c'est genre une fois qu'on est sorti de notre auto, on est d'une vulnérabilité, et ça tend à changer, donc c'est une bonne nouvelle. Et évidemment les îlots, le verdissement des stationnements qui sont des îlots de chaleur, ça s'en vient là, on commence à avoir les premières températures, mais bon, voilà. Puis donc l'accès sécuritaire pour les piétons qui est indispensable. Autre exemple, parce que il y a vraiment, c'est ça, c'est un peu un ovni de s'occuper de différents projets de différentes manières, mais il y a un mandat
avec la ville pour coordonner un groupe de travail, là, dans ce cas-là, avec des assureurs, afin d'améliorer la résilience face aux inondations. Donc là, les villes, les inondations, c'est la gestion des pluies, de toute façon, puis indirectement ou même directement les inondations, parce que bon, il peut y avoir plusieurs causes, mais là, si on parle des inondations liées aux pluies, et puis là, il faut que les gens se parlent, parce qu'effectivement, les assureurs, eux, ont une réalité, les travailleurs de la construction également, et puis les villes aussi, parce que quand on est inondé, c'est à la ville qu'on va frapper à la porte de la ville pour dire hey, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que les égouts ils ont envahi mon sous-sol. Mais bon, malheureusement la ville elle est là avec ses infrastructures, donc il faut qu'on travaille ensemble pour ce type de problématiques qui ne vont pas aller en s'arrangeant, et donc voilà, c'est un peu un mandat pour pousser les politiques publiques dans la bonne direction, de s'assurer qu'on ait bien tout en tête, de faire un travail de médiation aussi entre les différents acteurs, et ça permet en fait de structurer des discussions qui seraient difficiles autrement. Donc voilà en gros des exemples plus concrets de ce que fait le Creux. Quand même, c'est pas rien. Tu parlais tout à l'heure de l'image du chef d'orchestre. Là, il doit y avoir une panoplie de musiciens et musiciennes là-dedans. Est-ce que c'est une grosse organisation? Alors, je m'attendais à ce que ce soit gros, mais c'est une équipe d'une dizaine de personnes, ce qui n'est pas petit, mais c'est quand même pas beaucoup non plus pour tout ce que ça fait. Ouais, c'est quand même des gros projets. Oui. C'est une petite équipe. On y trouve des experts en environnement, en urbanisme, en mobilité. Puis c'est surtout des gens, des spécialistes ou des gens qui ont une expérience en concertation. Il faut comprendre là la politique, parce que ça concerne forcément la ville. Donc c'est pas seulement un travail d'analyse, mais c'est bien de faire travailler les gens ensemble. Et selon le directeur, donc Fabien Kenzo Sato, le Creux, comment il m'expliquait que celui de Montréal n'est pas du tout le plus grand creux de la province, étonnamment, parce qu'on pourrait se dire comme c'est un grand centre urbain. Exactement, mais pas du tout. En fait, Montréal étant justement une grosse métropole, il y a plein de joueurs, d'organisations, d'OBNL, qui sont engagés, puis qui travaillent justement pour le développement de projets verts ou la préservation de l'environnement. Donc il y a déjà plein d'entités, ce qui fait que le Creux, lui, va être moins important que dans d'autres régions où, quand un OBNL ou quand un Creux se crée, c'est difficile à dire, un Creux se crée, naît, en général, c'est un rassemblement d'OBNL qui sont sur place, et puis on va mettre tous les acteurs sous le même chapeau, alors que nous, ici, il y a un Creux et plein d'acteurs. Et plein d'autres choses. Parce que c'est Montréal. Un autre enjeu, alors oui, juste anecdote, les îles de la Madeleine, par exemple, le Creux des îles de la Madeleine était rattaché à la Gaspésie, puis ça vient d'être détaché récemment. Ce qui est, en mon sens, une bonne nouvelle, parce que la réalité surtout des îles, on s'entend. Voilà, donc ça, c'est par exemple un nouveau Creux qui vient de sortir sur la carte. Et puis, pour terminer, un autre sujet d'actualité, le tracé du TGV Alto. Ah oui. Gros enjeu, parce que moi je suis une grande adepte je suis une passionnée des trains. Oui. Moi on me dit TGV, je suis heureuse, mais c'est sûr que si on me dit expropriation, je suis pas moins contente. C'est moins heureux. Donc là, le Creux Montréal travaille avec d'autres Creux qui sont d'autres régions qui sont concernées par ce tracé pour justement organiser cette concertation, puis essayer de trouver des solutions. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait ces organisations-là qui puissent parler au nom de leur région et faire en sorte que les entités communiquent. Donc en fait, c'était ça, le Creux, le Conseil régional d'environnement de Montréal, qui célèbre ses 30 ans. Ça s'en va bientôt. Je voulais juste en parler pour le vulgariser, puis qu'on sache que ce sont des choses qui existent, et puis surtout dans un monde de plus en plus polarisé où chacun défend ses intérêts, là on a des organisations qui sont reconnues par le gouvernement du Québec, qui ont pour mandat justement la concertation, puis le travail en équipe, et je pense que c'est essentiel pour arriver à atteindre nos objectifs. Absolument, on leur souhaite un joyeux 30 ans et longue vie au Creux, pas juste Montréal, mais à tous les Creux. Un grand merci, Maïté Bellemire. Au revoir.
Alors, Maïté Bellemire, qui est toujours de bonne humeur et bien pertinente à notre micro. Toujours heureuse de te recevoir, ma chère. Je suis toujours en bonne humeur à la radio, de toute façon. C'est parfait. Excellente journée à toi.